Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Il paraît qu'en France, on passe en moyenne 60 heures par an en attente téléphonique. Vous vous rendez compte ? 60 heures, c'est énorme. Hein, c'est comme si on restait 2 jours et demi suspendu à son téléphone. C'est tellement énorme que certaines musiques d'attente téléphonique sont devenues des tubes, comme ça. Et puis souvent, les musiques d'attente téléphonique sont personnalisées. Par exemple, en ce moment, si vous appelez la mairie de Levallois-Perret, la musique d'attente téléphonique, c'est des portes du pénitencier. Bientôt vont se refermer. Alors, j'accueille aujourd'hui dans Culture Passion une personnalité que la presse qualifie, alors soit de rockstar de l'humour, de tornade de l'humour, de volcan, de dame de fer de l'humour. Vous comprendrez que mon invitée est une humoriste, mais pas que, car elle chante, elle danse, elle est comédienne, elle est auteure, et elle est presque d'ici puisqu'elle est toulousaine. Ah bah carrément, on est payses, on est du même coin, on est voisins. Parce que moi j'ai 2 casquettes. Je suis toulousaine évidemment, parce que j'ai fait mes études là-bas, j'ai vécu longtemps là-bas, mais je suis tarnaise. Et oui, donc voilà, je suis proche, je me rapproche encore de chez vous. Et oui, c'est bien, c'est bien. Alors, pour nos invités qui ne l'avaient pas compris, donc je reçois Christelle Chollet. C'est bien moi. Voilà. Et alors, j'aimerais ajouter à tous les qualificatifs que la presse vous a attribués un autre, l'insoumise. Ah. Car je sais que vous avez donc passé une année au Conservatoire d'art dramatique de Toulouse et que vous vous êtes fait virer pour insoumission. C'est vrai. C'est ce qui fait mon charme. Alors, je ne sais pas si les profs de l'époque le voient encore comme ça, mais oui. Et puis, alors, à l'époque, j'étais très jeune et je crois non seulement j'étais surtout insoumise aux cours, vous voyez, aux règles et au carcan. C'est pas méchant, hein, mais en tout cas au carcan scolaire. Donc, du coup, je me sentais un peu à l'étroit là-dedans. Et puis je me prenais un petit peu pour Che Guevara, faut dire aussi à l'époque. Ça m'a passé, pas trop. Ça m'a passé. Non mais maintenant je suis plus raisonnable. Ça je ne sais pas, je ne peux pas en juger. Faut demander à mon mari. Et alors donc, bon, j'ai vu donc après, hein, j'ai suivi un petit peu votre cursus. Alors on ne va pas, bon, parce que je voudrais qu'on parle aussi de votre dernier spectacle, qui est le 6e. Mais j'aimerais quand même que vous me parliez de votre rencontre avec Jean Marais, qui apparemment a quand même un petit peu modifié votre vision du métier. Oui, et qui a changé ma vie artistique, il faut le dire, qui a embelli. Qui a embelli mon avenir aussi, oui. Je crois, pour des tas de raisons, parce que moi je l'ai rencontré, j'avais 19 ans et lui en avait 83, donc j'ai joué la dernière pièce qu'il ait faite sur scène, c'est l'Arlésienne de Daudet, et on a passé, on est resté pratiquement 1 an et demi ensemble, et quand je dis ensemble, vraiment ensemble, parce que le soir, Jean ne dormait pas, et donc on répétait la journée, on jouait le soir, et je pense qu'on finissait au moins 5 jours sur de la semaine à 4 ou 5 heures du mat à boire des coups et à discuter et à lui poser des questions, évidemment sur tout ce qu'il avait fait dans sa vie, parce que nous on connaît Jean de par ses films, de par ses pièces de théâtre, de par ce qu'il a fait. Mais Jean, la vie de Jean est encore plus riche que ça. Et notamment, par exemple, sa rencontre avec Cocteau, évidemment, mais aussi Jean, il s'appelait Jean Vilain quand il était petit. Donc, vous voyez la beauté que c'était, et tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il s'appelait Jean Vilain. Donc déjà, ça démarre super bien pour lui. Et sa mère
sa mère je vous raconte un petit peu parce que c'est fabuleux. Moi, les gens, les histoires des gens me fascinent et celle de Jean, elle est incroyable. Sa mère était kleptomane et elle a passé la plupart de son enfance en prison. Et comme elle voulait pas dire à son fils, lui il était élevé par sa grand-mère, et comme elle voulait pas dire à son fils qu'il était en prison, elle lui envoyait des cartes de l'étranger en disant qu'elle était à l'étranger. Donc vous voyez ça, il l'a appris plus tard et tout. Donc après, il a rencontré Cocteau, il était très très jeune. Et là, il a rencontré tous les gens et les grands poètes, les grands auteurs, les grands acteurs de cette époque. Et son adolescence, entre guillemets, enfin en tout cas sa jeunesse a été bercée de ça. Il a eu comme marraine de guerre Coco Chanel, qui lui a fait des trucs hallucinants, qui, quand il était sur le front, lui envoyé des colis. Puis un jour, il lui a écrit en lui disant, écoutez, arrêtez de m'envoyer des colis parce que mes camarades n'ont rien, je peux pas tout distribuer, j'ai pas assez, on est 40 dans le régiment, je peux pas moi recevoir des colis sublimes avec des cachemires, des foie gras machin et rien. Donc Coco Chanel, elle a fait envoyer 2 semi-remorques avec des colis pour chaque soldat dans son régiment. Enfin voilà, et tous les jours j'avais des histoires comme ça, des histoires de vie, de vraie vie, des histoires hallucinantes, quoi. Donc déjà j'ai passé un an et demi de ma vie avec lui à 19 ans. Voilà. Après il m'a dit des phrases toujours hallucinantes que j'ai analysées plus tard. Il m'a dit ne réussis pas trop tôt, ne monte pas trop vite parce qu'une fois que tu es en haut tu fais que descendre. Alors est-ce que ça a conditionné le fait que j'ai commencé ma carrière d'humoriste, en tout cas humoriste chanteuse de One Woman Show à 30 et quelques années? Est-ce que parce que je prends mon temps, moi je suis quelqu'un qui prend mon temps, même si j'ai beaucoup d'énergie et que je donne Le maximum. Ouais, mais en fait, je donne l'effet inverse. En fait, les gens me disent, ah, mais vous courez partout, machin, tout ça. Non, j'adore être feignante, j'adore me reposer. Alors, je travaille beaucoup avec mon mari, on travaille beaucoup pour faire des beaux spectacles et pour faire des beaux projets et puis pour acheter un théâtre et puis tout ça. Mais donc, voilà, il m'a dit ça. Puis il m'a dit une autre chose aussi qui m'a marqué vraiment. Il m'a dit, parce qu'on discutait beaucoup, il me disait, tu sais, tes enfants, en parlant de moi et de mes enfants, donc j'en avais pas à l'époque évidemment, mais tes enfants ne me connaîtront pas. Et pour moi, ça me semblait insensé. Je disais, mais Jean, t'es une icône du cinéma, t'es une star mondiale, tu te rends compte les gens, parce que mon grand-père, mon père, ma mère, enfin, mais tout le monde chez moi était incroyablement fou que je fasse cette pièce avec Jean. Enfin, c'était une star incroyable, Jean, vraiment quoi. On pouvait pas sortir avec Jean sans avoir des gens qui venaient le voir, qui lui parlaient, tout ça. Pour faire 2 mètres avec Jean dans la rue, il fallait une demi-heure quoi. Donc, et il prenait toujours le temps. Ça aussi, c'était vraiment incroyable. Il était fatigué, il avait mal partout parce qu'avec toutes les cascades qu'il avait faites et tout. Il prenait toujours le temps. À la fin, aux Folies Bergères, des fois, il restait 2 heures à signer des autographes et à discuter avec les gens. Donc, leçon pour les jeunes aussi. Enfin, c'était incroyable. Et il m'a dit un truc. Il m'a dit donc tes enfants ne me connaîtront pas. Et cette phrase m'avait marquée. Je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, je me rends compte que oui, évidemment, parce que le temps passe. Il y a des gens comme Mistinguett, comme Piaf. Elle est sortie de l'oubli grâce à La Môme. Mais pareil, c'était. Et puis, et il disait, nous, les acteurs, les chanteurs, on est des étoiles filantes. Seuls les poètes, les auteurs et les sculpteurs, enfin, en tout cas, restent. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'était tellement après tout ce qu'il a fait dans sa carrière, tout ce qu'il a vécu, tous les films, tous les succès qu'il a eu, c'est d'une humilité incroyable. Et puis c'était une comment dire, c'est pas une fatalité, mais ça le dérangeait pas plus que ça. Et puis c'était comme ça, il avait bien vécu. Et puis ce qui l'importait, c'est d'être avec ses petits potes de 20 ans à l'époque avec nous, quoi. Il nous appelait des petits potes de 20 ans. Et d'être avec les autres quoi. Donc ouais, tout ça c'est des grandes leçons. Alors moi j'ai une famille formidable et qui m'a appris que l'important c'était les autres, mais c'est vrai que quand on fait ce métier, quand on est jeune et puis même après ce métier il est beaucoup dans l'ego. On a de l'ego nous les artistes, parce que sinon on serait pas sur scène et tout. Donc c'est bien de trouver des personnes de 80 balais qui ont tout vécu, qui ont tout eu, qui vous parlent comme ça quand on a 19 ans, ouais.
Eh oui. Alors moi, vous avez un petit peu abordé la chose précédemment, mais j'allais vous poser la question, comment faites-vous? Quelle est peut-être votre hygiène de vie pour arriver à dispenser sur scène une telle énergie, une telle forme, un tel peps? Enfin, comment faites-vous? Parce que ça fait 20 ans que vous faites des shows comme ça. Ben, je crois que honnêtement, je pense qu'alors ça, c'est plutôt un inné en fait, inné Oui, j'ai le melon. Non, c'est une énergie familiale féminine. C'est une énergie féminine familiale. Mes grand-mères étaient des forces de la nature avec des énergies hallucinantes. Ma mère aussi. Et je crois que j'ai hérité. En fait, c'est un héritage, un héritage familial, ouais. C'est vraiment pas. Après, j'ai la chance d'être en bonne santé, d'être physiquement assez gaillarde et tout. Donc, je fais du sport, mais alors je suis une très très bonne vivante. Souvent, les gens me posent la question, alors votre hygiène alimentaire, alors vous devez avoir une hygiène irréprochable. Je dis oui, je bois du vin et je mange des trucs bien gras. Mais toujours plutôt en agriculture raisonnée et en local et voilà, j'achète pas de plats cuisinés par exemple, enfin c'est moi qui fais la bouffe, j'ai hérité aussi de mes grands-mères et de ma mère. Je vais chercher, je fais le marché, je vais chercher des produits locaux de saison, voilà, mais je suis une épicurienne quoi, vraiment, tout ce qui est bon c'est pour moi. Et avec l'âge, tout ce qui est bon, c'est des kilos. Mais c'est pas grave. On fait plus de footing le matin et puis voilà. Mais ouais, non, j'ai pas un secret absolu. Je vous dis pas que je bois du gingembre, du thé au gingembre tous les matins. C'est pas vrai. Je bois du thé, mais normal. Et puis alors en revanche, voilà, j'essaie de manger sain. Pas bio, mais pas que raisonné, de pas acheter en ce moment, par exemple, je n'achète pas de tomates. Tant que c'est pas la saison des tomates, je n'achète pas de tomates. Aux grandes dames de mes enfants et de mon mari, ils disent ah mais il y a pas, tu peux acheter des tomates de temps en temps. Je dis non, quand ce sera la saison, j'achèterai des tomates. J'achète pas de fraises quand c'est pas la saison. J'achète pas. J'essaie en étant une fille de paysan, j'essaie de voir ce qui se passe dans les champs et en saisonnalité quoi. C'est pour son premier baiser. Vous avez remarqué ça? On se souvient tous de la chanson de notre premier baiser, non? Moi, je me rappelle la première fois que j'ai embrassé un garçon sur la bouche, c'était dans une boom, sur un slow, qui faisait Time, it's time to make my love again. I'll be there, I'll be there. I'm still loving you. I'm still loving you. oui. Et alors c'est sûrement aussi ce qui fait, c'est peut-être parce qu'aussi ce que vous faites, c'est ce que vous aimez. Vous Ah aimez ouais. le mélange des genres aussi. Et justement, j'allais vous demander quels étaient les ingrédients utilisés pour votre cocktail ou votre sauce à la Cholet pour vos shows. Alors ça aussi, ça vient de mon expérience et de mon éducation artistique. C'est que quand j'ai été au conservatoire de Toulouse avant de me faire virer, je voulais être comédienne, mais je chantais pour arrondir mes fins de mois. Je chantais dans les cafés-concerts. À Toulouse, j'ai chanté au 39-45, qui était mon premier café-concert, c'était sur le bord du canal. Et ça, je suis restée 1 an et j'ai appris plein de choses. Et en fait, j'avais donc mon apprentissage de comédienne. Et puis, ce truc un peu, pareil, j'ai jamais pris un cours de chant de ma vie. Ce truc un peu à l'arrache, comme ça, en me disant, bah, je vais aller chanter. Alors, on a toujours chanté dans la famille. C'est peut-être un héritage familial aussi. Ma mère chante très bien. Mais je me suis jamais posé la question en allant chanter la première fois dans un café-concert à 17 ans de me dire tu devrais peut-être prendre des cours de chant. J'y suis allée, je dis non mais attends, je suis une grande chanteuse moi. Aucune expérience, rien, mais je me suis débrouillée, j'avais fait faire mes petites bandes son. Et puis donc ça c'est un cocktail déjà, les deux, mon apprentissage de comédienne plus cet apprentissage on va dire sur le terrain de chanter, parce que je chantais pratiquement tous les soirs, hein. Et ben
il est arrivé un moment où j'ai pas dissocié les deux. En fait, pour moi, c'était normal quand je suis arrivée à Paris de faire du spectacle musical, ou en tout cas, quand on me disait mais t'es comédienne ou chanteuse, je disais bah je suis les deux. Donc voilà. Et comme j'ai intégré et c'est grâce à ça que j'ai intégré la troupe de Roger Louret à l'époque quand je suis arrivée à Paris. Et alors pour le coup, là, il y avait aussi de la danse à faire. Donc j'étais pas trop mauvaise en danse, donc je me suis bien débrouillée aussi. Et toutes ces expériences artistiques m'ont forgé et ont forgé la chiolée que je suis maintenant, c'est-à-dire mon style, il vient de là, quoi. Il vient pas d'autre part. Et à Paris, j'ai beaucoup chanté aussi dans les bars et les cafés-concerts avec un guitariste formidable qui s'appelait Polo et qui avait la soixantaine à l'époque, avec lequel on chantait. Il avait une grosse bedaine avec sa guitare comme ça, et on faisait un espèce de duo assez sympathique, et j'ai chanté beaucoup là et j'ai appris énormément. J'ai appris à maîtriser une salle, j'ai appris voilà, et tout ça, et ça c'est aussi mon côté un peu chanteuse des rues. Ça fait partie de mon style artistique aussi, et tout ça se retrouve dans mes shows, dans mes spectacles, parce que il y a un moment aussi où après la compagnie Roger Louret, parce que je suis restée 6 ans dans cette compagnie géniale où j'ai appris plein de choses aussi, et où on a fait justement l'Arlésienne avec Jean Marais, et puis à un moment on a envie de voler de ses propres ailes, et dans une compagnie on est rattaché, l'entité c'est la compagnie, c'est un peu impersonnel par moment. Donc j'avais vraiment envie de voler de mes propres ailes, et quand je me suis envolée, j'ai passé plein d'auditions, desquelles j'ai été virée assez rapidement. Et puis à un moment, j'en ai eu marre, je me dis mais je vais faire ce que je veux en fait. Et comme j'avais beaucoup travaillé le répertoire de Piaf pour les cafés-concerts, pour chanter dans les rues et tout, bah, je me suis dit je vais faire un spectacle drôle sur Piaf. Et ça a démarré là. Et puis à l'époque, j'étais pas encore mariée avec Rémi Caccia, mais c'est lui qui avait trouvé le concept des SOS chanteuses et de cette chanteuse qui vient dépanner des chanteuses qui sont malades, voire décédées. Oui. Et du coup, c'est parti de là, et je me suis rendu compte là que, d'ailleurs, c'est ce que je dis à ma fille, je lui dis, il faut faire les choses, il faut pas attendre derrière son téléphone, pas attendre des réponses, même si on passe des castings, si on passe si on passe des concours dans n'importe quel métier, tout ça, il faut quand même entreprendre, faire des choses, parce que c'est comme ça que ça arrive. Faut pas attendre des autres, parce qu'il y a que nous qui sommes moteurs pour notre vie normale et notre vie professionnelle aussi, quoi. Alors vous aimez bien aussi le choc des cultures et faire des grands écarts. Oui, c'est vrai. Et vous aimez bien. Alors vous dites qu'il y a une chanson pour chaque situation. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est vrai que c'était un jeu auquel je jouais quand j'étais un peu plus jeune. On se marrait beaucoup. Chaque fois qu'on faisait un truc, on chantait la chanson qui correspondait. Voilà, on disait un mot et on chantait la chanson. Et c'est vrai que pour chaque situation de vie, il y a une chanson qui va avec. Si t'es hôtesse de l'air, t'as une chanson. Si t'es curé, t'as une chanson. Si t'es curé que t'as les couilles qui pendent, t'as une chanson aussi. Enfin voilà, il y en a partout pour tout le monde. Et oui, mais moi j'aime bien les grands écarts, ouais. Parce que les grands écarts pour moi, c'est essayer de réunir les. J'ai le syndrome du Labrador, moi. Ou du chien de berger. J'essaie de réunir les gens, les troupeaux, les gens qui sont pas forcément réunissables et tout ça. J'aime bien faire ça, ouais. Ah oui, vous faites des mélanges improbables, hein, comme par exemple Goldman et Queen, ou Brassens et Bob Marley, ou Zelda. Ouais. C'est vrai que c'est pas tout à fait ce que l'on ferait, voilà. Oui, mais c'est en fait très souvent, je vous jure que c'est vrai, je vais pas chercher, je me dis pas si je mettais ça avec ça. Par exemple, le plus probant, c'est Brel et Nirvana. Je cherchais un truc un peu rock, parce que je trouve que Brel, il y a des accents très rock dans ce qu'il dit, dans le texte, dans les textes, et ça s'est imposé en fait. Et quand on écoute ce mélange de chansons, on a l'impression que c'est la même en fait. C'est très 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 étrange, hein. Très très étrange. Alors, vous avez beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais alors que nous parlions de votre dernier spectacle, qui est le 6e, donc il y a un show, vous êtes accompagné de 2 musiciens sur scène, et qui s'intitule Reconditionné. Alors, je crois que ce show, vous l'avez peaufiné pendant le confinement.
Disons bon, on savait qu'on allait arrêter le numéro 5, peut-être pas aussi vite, mais on s'est dit qu'après le confinement, après tout ce qui nous était arrivé à tous pendant 2 ans, au monde d'ailleurs, pendant 2 ans, il fallait passer à autre chose parce qu'un spectacle qui est écrit avant une pandémie, il est obsolète après, même si évidemment il y a des choses qui tournaient encore et tout, mais et puis on avait envie de faire du nouveau et pour les gens aussi, pour se sortir la tête de ça, pour faire rigoler autrement et puis différemment et passer à quelque chose de neuf. Et alors il a été comment dire, on a commencé à l'imaginer pendant le confinement, mais on l'a pas écrit beaucoup pendant le confinement. Il y a des sketchs qui sont sortis, des trucs comme ça, mais on l'a mis en place vraiment juste avant de le jouer. Je sais pas, peut-être un petit peu par superstition, parce qu'on s'est dit si on prépare pendant le confinement et qu'après on peut pas sortir du confinement, on va pas y arriver. Mais et puis il fallait attendre la fin des hostilités pour savoir ce qu'il allait se passer, comment ça allait se passer. Et puis donc voilà. Et mais en revanche, il a été nourri par tout ce qu'on a imaginé sur les réseaux pendant le confinement. Il a été nourri aussi par ce mot reconditionné vient de là aussi. Hein. Reconditionné, ça veut dire réparer. C'est exactement la même chose, sauf qu'un objet reconditionné se vend plus cher qu'un objet réparé. Mais c'est aussi un style de vie qui devient plus économique, plus écologique. Et puis c'était une manière de dire aussi, c'est du Cholet, c'est du pur Cholet comme vous l'aimez, mais elle est différente et elle va vous amener autre chose. Elle est toute neuve. Voilà. Donc c'était une manière de dire ça aussi. Oui, parce que vous allez incarner plusieurs personnages pendant ce show. Ouais, c'est ça la nouveauté en fait, c'est que dans mes shows précédents, il y avait beaucoup de stand-up et il n'y avait pas une grosse place pour les personnages, et là j'ai fait l'inverse. Ce qui m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que ça amuse les gens surtout, c'est ça le truc. Ça, on pourra le voir samedi, puisque c'est samedi, donc vous allez vous produire au Théâtre des Nouveautés de Tarbes. Oui. Ouais. Donc on pourra le voir. Alors j'ai vu que pendant toute la période du confinement, vous avez beaucoup alimenté, enfin vous êtes resté en contact avec votre public justement, avec les réseaux sociaux, hein, puisque vous êtes partout sur Facebook, Twitter, Instagram. Donc vous avez tenu à maintenir ce lien avec votre public? Ah oui, c'était essentiel. Et pour nous, les artistes, parce que nous on a une espèce d'horloge créatrice dans la tête. On se lève le matin, on a envie de faire des trucs, on a envie de faire rigoler les gens, on voit des choses dans la rue, on a envie de filmer pour faire un petit sketch, on a envie de chanter des chansons, on a envie d'écrire des parodies. Donc tout ça, c'était très important de laisser sortir cette énergie créatrice, très important pour nous et j'espère aussi important pour les gens parce que ça a diverti, ça nous a divertis, on s'est divertis ensemble, quoi. On a tenu à être en contact tout le temps avec le public, avec les gens. Donc c'était salvateur hein, pendant cette période. Hein. Oui, je crois que c'est essentiel. Ouais. Ah ouais, vraiment. Et et moi aussi, ça m'a permis d'y aller sur les réseaux parce qu'avant le confinement, j'y allais presque pas. C'était pour moi, j'étais un peu réfractaire en fait, carrément. Et puis ça m'a permis de voir qu'on pouvait faire des choses chouettes, des choses artistiques, rigolotes, sympas, de faire marrer les gens au travers de ça, de faire des choses solidaires aussi, parce qu'il y a eu énormément de solidarité au travers des réseaux. Enfin, voilà, quoi, c'était super important. Oui. Et alors moi, une autre question. Qu'est-ce qui vous a poussé à acquérir en 2016 le théâtre de la Tour Eiffel? Bon, un vent de folie, c'est comme... Une grosse connerie? Non, je rigole. Non, c'est-à-dire que il y a quelque chose que mes parents m'ont enseigné et surtout mes grands-mères, ma mère, c'est qu'il faut toujours être libre et toujours essayer de se subvenir à soi-même. Et dans ce métier, quand on fait du one-woman show, qu'on s'autoproduit, parce qu'avec mon mari on s'autoproduit et tout, ben c'est pas que ça devient compliqué de trouver un théâtre, mais on est toujours à la solde de quelqu'un. On va demander d'avoir est-ce qu'on peut jouer de telle date à telle, est-ce qu'on peut jouer toute la saison, voilà. Et ça c'est des choses qui me gênaient un peu. Moi j'avais envie d'être en gros un boulanger il a sa boulangerie, un charcutier il a sa charcuterie,
un comédien, s'il peut, il a son théâtre. surtout si on fait du one woman show. Alors, je dis ça comme ça très légèrement, mais ça se fait pas tout seul, ça se fait pas en claquant des doigts parce qu'on n'achète pas un théâtre comme ça. Mais on a eu l'occasion, c'était incroyable. On a eu l'occasion de faire ça et on l'a fait, on a bien fait parce qu'il se passe des choses formidables. Alors, je vous cache pas que c'était un peu rock and roll. On a commencé avec les grèves, les attentats, les grèves, évidemment le confinement et tout. Donc les gilets jaunes, donc ça a été un peu costaud. Mais je me dis, si on arrive à maintenir un théâtre alors que c'est le bordel et que c'est très compliqué, quand ça va rouler, ça va être génial. Oui, mais écoutez, je vous le souhaite. Et alors la dernière question que je vais vous poser, c'est par rapport à votre livre, L'Entubé ou la face cachée des chansons. Donc ça aussi, c'était important d'écrire ce livre. Ah oui, alors pour le coup, lui, il est né pendant le confinement et lui, ça a été, on s'est bien attaché à écrire ce livre pendant le confinement parce que ça nous occupait, ça nous faisait marrer et on s'est beaucoup marré en l'écrivant. Et parce qu'on écoutait beaucoup de chansons pendant le confinement pour faire les parodies chantées, en envisageant le nouveau spectacle. Et puis on est tombé sur des chansons comme Patricia Cass, où elle chante, il me parle d'amour comme il parle des voitures. Et puis on se regardait avec mon mari, je dis mais il parle d'amour comme il parle de voitures, mais qu'est-ce que c'est que ce blaireau? Et alors de cette chanson-là, on a écouté d'autres et puis on est tombé sur Quand ton corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort. Et on s'est mis à rigoler en imaginant soit la suite de la phrase, soit l'histoire du personnage, soit des réactions par rapport à un copain, une copine du personnage de la chanson qui pourrait lui parler. Et voilà. Et c'est un puissant fin. Donc on en a fait un livre. Peut-être qu'il y aura un tome 2 d'ailleurs. C'est très bien. En tout cas, je vous remercie pour ce temps accordé. Et donc, écoutez, j'attends samedi avec beaucoup d'impatience pour voir votre 6e show. Mais nous aussi. Et puis, merci encore de cette interview très, 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 très sympathique. Merci beaucoup, Christelle Chollet. Merci à vous. Et bon courage. Je crois que vous jouez sur Toulouse, là. Ouais. Donc, chez vous. Chez moi. Mais la région, c'est chez moi. Oui, moi, je me rappelle quand mon père, parce que mon père, il était chauffagiste, il montait des climatisations, des chambres froides, tout ça. Et je me rappelle, j'allais dans son camion avec lui, on passait par Tarbes, on s'arrêtait déjeuner là-bas. Enfin voilà, c'est super, je suis super heureuse de venir parce que quand je descends, maintenant, je parcours. Je vais dans le Tarn voir mon père et ma mère. Je vais à Toulouse voir mes copains, mais je parcours moins la région qu'avant, et ça me fait très plaisir de pouvoir venir pour la première fois en plus. En tout cas, bienvenue en Bigorre. Ouais. Et donc à samedi et bonne suite et merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. La musique d'attente téléphonique, c'est il est libre, Max. Il est libre.